Daniel Cablon-Duncan sera face à la presse nationale et internationale demain. Pour ce grand oral, il va dérouler le contenu du programme de travail gouvernemental de l'année 2013 et justifier les actions prioritaires menées par le gouvernement. Le 21 avril prochain, c'est la date des élections couplées municipales et régionales. La Commission électorale indépendante CEI est d'ores et déjà à pied d'œuvre. Elle invite les rois et chefs traditionnels à être des relais auprès des populations pour ce nouveau mode électoral. Et puis l'opération de distribution gratuite de lampes à basse consommation aux populations a démarré. Elle va durer 2 à 3 mois. Les populations d'Abobo ont été les premières à en bénéficier. Voilà pour les points forts de l'actualité de ce jour. Bonsoir à vous et bienvenue dans le 23h sur RTI 1. Démarrons à la primature. Le chef du gouvernement Daniel Cablon-Duncan a rencontré le patron du groupe français Bouygues et le directeur général de Foxtrot. Les deux groupes lui ont fait part de leur volonté à s'impliquer davantage pour la relance économique du pays. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. Une audience en fin de journée accordée par le chef du gouvernement au patron des groupes Foxtrot et Bouygues, l'occasion d'échanger sur l'état de santé de ces structures implantées en Côte d'Ivoire. On a parlé du secteur de l'énergie ensemble, qui reste encore un sujet d'actualité. La reprise économique de la Côte d'Ivoire implique de mettre en place des infrastructures énergie très importantes, particulièrement dans le gaz, où il y a aujourd'hui beaucoup à faire, beaucoup de travail à faire. Et on s'est engagé à participer à cet effort pour que la Côte d'Ivoire trouve son développement. Et puis Daniel Cablon-Duncan sera face à la presse demain. Il va exposer aux journalistes nationaux et internationaux le contenu du programme de travail gouvernemental 2013. Le Premier ministre va également expliquer et justifier les actions prioritaires menées par son équipe. Alexis Ouedraogo nous en parle. 2013, année de la matérialisation des projets en Côte d'Ivoire, une promesse du président de la République, Alassane Ouattara. Pour l'y aider, depuis le 21 novembre 2012, Daniel Cablon-Duncan est à la tête de la primature. Le débit rapide, l'œil rieur et l'intelligence vive, c'est lui qui met en musique les grandes priorités de l'action politique tracée par le chef de l'État. Le cadre d'exécution de cette action politique est le programme de travail gouvernemental PTG. Demain jeudi, avec son discours sobre et technique, Daniel Cablon-Duncan sera devant la presse nationale et internationale à la faveur d'une conférence de presse. Autour du thème le PTG, programme de travail gouvernemental, bilan et perspective, la rencontre devrait permettre de justifier les actions prioritaires menées par le gouvernement. Des questions brûlantes sont attendues, notamment sur le cas des Pro-Gbagbo, la réconciliation nationale. Cet oral sera aussi l'occasion pour le Premier ministre de donner des explications sur le niveau de la mise en œuvre de certains axes prioritaires du président, notamment la consolidation de la paix, la sécurité et la réconciliation. Déjà le 13 mars dernier, le gouvernement Daniel Cablon-Duncan se réunissait pour le bilan de l'exercice 2012 ainsi que la présentation des actions envisagées pour l'année en cours. 3 grands axes sont définis. Ils portent sur la paix, sécurité, la réconciliation nationale ainsi que la relance économique et la reconstruction post-crise. Ces initiatives entendent aussi améliorer le classement de la Côte d'Ivoire au Doing Business et œuvrer à l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au programme du Millennium Challenge Corporation MCC en 2013. Sur tous ces sujets, le chef du gouvernement se prononcera de façon plus détaillée ce jeudi. Un communiqué de l'Assemblée nationale à présent. Monsieur Soro Kigbafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale, convoque mesdames et messieurs les députés à la 3e session extraordinaire de l'année 2013. Elle aura lieu le lundi 8 avril à 10h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, examen du projet de loi autorisant le président de la République à prendre par ordonnance pour l'exécution de son programme en matière économique et sociale pendant la gestion 2013. Des mesures qui relèvent du domaine de la loi. Le 21 avril prochain, c'est la date des élections couplées municipales et régionales. La commission électorale indépendante est d'ores et déjà à pied d'œuvre. Elle invite d'ailleurs les rois et chefs traditionnels à être des relais auprès des populations pour ce nouveau mode électoral. Justine Seydjike.
Élections couplées municipales et régionales, la commission électorale indépendante met les bouchées doubles. Sensibilisation et formation des chefs religieux et traditionnels sur le mode opératoire de scrutin inédit en Côte d'Ivoire et sur un climat de paix. La commission électorale compte sur vous pour l'accompagner dans le processus de sensibilisation et d'apprentissage du processus et pour créer une fois de plus chez nos administrés, chez vos administrés et corréligionnaires, l'engouement nécessaire à une forte mobilisation et surtout pour créer et maintenir un environnement politique, social paisible. Les rois, chefs traditionnels et religieux, occupant d'importantes responsabilités dans les régions et communes, entendent jouer leur partition pour des élections apaisées le 21 avril prochain. Nous allons faire passer ce message dans nos différents lieux de culte, dans nos mosquées et dans les églises. Il faudrait que les acteurs politiques nous aident aussi, puisque les élections, ce n'est pas la guerre. Nous pensons qu'avec les éléments qui nous ont été fournis, nous avons, vous voyez, des tableaux, nous aurons la possibilité d'aider nos concitoyens là où nous nous trouvons. Nous avons les réunions des villages, donc nous allons saisir toute la population, et aussi bien ébriés que non ébriés, tous ceux qui vivent sur nos territoires. Donc nous allons les sensibiliser. Et dans les villages ébriés, nous avons des radios, sinon des micros qui permettent de passer les messages. L'ouverture de la campagne électorale étant le vendredi 5 avril prochain après minuit, la commission électorale indépendante procède à la distribution de 300 affiches par candidat pour les conseillers régionaux et communaux et 1000 spécimens de bulletins de vote depuis ce mercredi 3 avril et ce jusqu'au samedi 6 avril de 9h à 17h au siège de la commission électorale indépendante. Voilà, la campagne électorale pour ces élections couplées municipales et régionales s'ouvre après-demain, vendredi. Parlons salubrité, 4,5 milliards de nos francs viennent d'être investis par le gouvernement pour freiner l'insalubrité en Côte d'Ivoire. 169 communes et plusieurs villes de l'intérieur du pays vont recevoir du matériel de collecte d'ordures ménagères. C'est dans le cadre de l'opération Ville propre, composante du programme présidentiel d'urgence, nous dit Chantal Akandan. La Côte d'Ivoire doit avoir un visage reluisant. L'État a donc décidé de s'y mettre pour offrir des villes propres aux populations. Ce sont des tracteurs à remorque, des camions bennes preineuses et des chargeuses qui ont été offerts aux villes de l'intérieur du pays. Valeur de ce don, plus de 4 milliards de francs CFA. Pour les maires bénéficiaires, c'est un soulagement. On s'est débrouillé à les moyens de bord avec un vieux tracteur et puis des collecteurs qui se débrouillaient tant bien que mal. Aujourd'hui, nous disposons d'un engin approprié pour le ramassage des ordures. Je pense que nous allons pouvoir améliorer notre système de ramassage des ordures. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a rappelé aux bénéficiaires que ce matériel doit permettre à chaque ville d'améliorer sa politique de gestion des ordures ménagères. Vous recevez aujourd'hui des équipements de base pouvant vous permettre de poursuivre et étendre l'opération Ville propre à la collecte quotidienne des déchets dans vos localités respectives. Aussi, je voudrais demander aux maires bénéficiaires des engins de bien vouloir tenir les engagements liés à leur gestion pour assurer la pérennité et la propreté de nos villes et communes. Au nom du président de la République, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ce matériel. D'importants efforts viennent d'être faits en vue de gagner la bataille de la lutte contre l'insalubrité. Je voudrais lancer au nom du chef de l'État un appel pressant à chacun et à chacune afin qu'autant que nous sommes, nous puissions conjuguer nos efforts et réaliser l'union sacrée autour de la lutte contre l'insalubrité. Désormais, chaque maire est invité à entretenir sa commune au grand bonheur des populations car leur santé en dépend.
Une autre bonne nouvelle pour les populations, elles vont recevoir gratuitement des lampes à basse consommation. L'opération de distribution a démarré aujourd'hui. Elle va durer 2 à 3 mois. La commune d'Abobo a été la première à en bénéficier. Le gouvernement ivoirien vient ainsi de tenir une de ses promesses. Le reportage de Noël Niagno. Remplacer une lampe à incandescence par une autre à basse consommation par le ministre des Mines et Énergie, Adama Toungara. Démonstration de l'engagement et de la volonté politique affichée du gouvernement de réduire sensiblement les coûts des factures d'électricité des ménages, réduire également le niveau potentiel d'investissement pour l'électricité et le coût du gaz pour les centrales thermiques. L'argument tient en ceci. Elles consomment 3 à 4 fois moins d'énergie et ont une durée de vie 10 fois plus longue que les lampes classiques dites à incandescence. La commune d'Abobo est inscrite sur le tableau des bénéficiaires. 95 000 abonnés domestiques à la CIE recevront gratuitement au maximum 5 lampes avec une assistance. C'est une opération entièrement gratuite. Des jeunes de la commune recrutés à cet effet auront la charge de la distribution de ces lampes pour une durée de 2 à 3 mois. À eux, Adama Toungara a donné des conseils pratiques. Soyez courtois quand vous rentrez dans le domicile. N'emportez rien après votre passage qui ne soit à vous. Ne vendez pas. Ne détournez pas les lampes qui vous seront remises. Coût total de la mise en œuvre de l'opération de distribution des lampes à basse consommation, 11 milliards de francs CFA, financés par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire pour 1 million d'abonnés au service public d'électricité. La santé, la sécurité au travail, la productivité et la protection de l'environnement dans tous les secteurs de l'économie nationale. Ces différentes notions liées au monde du travail font l'objet d'un atelier national tripartite. Il est initié par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et le Bureau international du travail, nous dit Honorine Agnigori. Selon les données de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, on dénombre en Côte d'Ivoire par an 7 500 accidents avec arrêt de travail dans les secteurs publics et privés. 1200 accidents graves laissant une incapacité permanente, 3 accidents mortels et 71 034 jours d'incapacité. Pour lutter contre ce mal, un plan national de sécurité et de santé du travail a été élaboré pour la période 2010-2014 par le ministère de la fonction publique et de l'emploi d'alors. C'est dans le cadre de ce plan que cet atelier se tient. Pour les travailleurs, c'est une rencontre salutaire. Quand vous finissez votre cursus de travail, en principe, on doit vous faire une visite de sortie pour qu'on regarde si vous avez la même condition de santé, celle que vous avez en entrant dans l'entreprise. Malheureusement, ces choses ne sont pas faites. Alors si aujourd'hui on peut mettre en place une réglementation pour corriger ce état de fait, ce serait une excellente chose. La tutelle attend beaucoup de cet atelier. Nous souhaitons simplement qu'un état exhaustif soit fait pour voir les textes, n'est-ce pas, à compléter et ceux qui manquent ou qui n'existent pas, les concevoir et pouvoir les présenter à discussion aux partenaires que sont le BIT et bien sûr les employés et employeurs. Le séminaire doit aboutir à l'adoption d'une stratégie de ratification de 3 conventions de base de l'Organisation internationale du travail dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail. 42 700 candidats composent depuis ce matin pour le concours d'entrée au CAFOP session 2013. Ces postulants au métier d'enseignant ont été repartis dans une centaine de centres. Dans l'ensemble, les épreuves se sont bien déroulées. Les enseignants surveillants ont tous répondu à l'appel. Constat en image avec Evelyne Débat. C'est parti pour le concours d'entrée dans les CAFOP section 2013. Environ 47 200 candidats composent depuis ce mercredi matin. Ces postulants au métier d'enseignant ont été repartis dans 100 centres sur toutes les directions régionales de l'éducation nationale d'Abidjan. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, s'est rendue dans quelques centres pour évaluer le déroulement du concours partout où elle est passée, notamment au lycée classique d'Abidjan, au collège Notre-Dame du Plateau ou encore au collège moderne du Plateau. Le constat est le même. Les choses se déroulent bien.
tous les candidats pratiquement sont en place. Tous les surveillants, les membres des secrétariats, en somme tous les enseignants qui sont chargés de l'organisation de ce concours-là sont tous à leur poste. Donc nous sommes très heureux de constater effectivement le bon déroulement de ce concours de CAFOP. Afin de relever le niveau de l'enseignement en Côte d'Ivoire, le concours du CAFOP cette année ne concerne que les candidats titulaires du baccalauréat. Il compose en mathématiques, culture générale et français. 8000 postes sont à pourvoir. Quittons les salles de classe pour parler de sécurité. Quels sont les acquis et les freins à la réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire? Après un premier trimestre d'activité, le secrétariat du Conseil national de la sécurité était face au groupe consultatif ce mercredi pour répondre à la question. Plus de barrages de forces de sécurité sur l'axe Abobo-Adjamé depuis 3 semaines. Résultat, plus d'embouteillages et de raquettes. On ne compte pas, il n'y a plus d'embouteillage, on circule normalement, il n'y a pas d'embouteillage, on en laisse quoi. Il n'y a pas de raquettes aussi. Bon. La levée du barrage de l'université d'Abobo-Adjamé, comme les autres barrages anarchiques du district d'Abidjan, une action du CCDO, Centre de coordination des décisions opérationnelles. Ce commandement d'intervention et de coordination de l'action de sécurité intérieure fait partie des acquis de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité. L'équipe de suivi est mise en place. Les points focaux sont à 80% déjà nommés par leur structure, ce qui nous permet de mettre en œuvre notre plan de suivi. Nous avons acquis le matériel qu'il faut pour faire le suivi et l'évaluation du programme RSS. Les séminaires ont déjà eu lieu pour les différents piliers de la RSS, notamment ceux concernant la sécurité nationale et l'état de droit et également le contrôle démocratique. En 3 mois, les 6 piliers de la réforme du secteur de la sécurité, RSS, enregistrent des avancées. Les freins, les actions en cours et les perspectives de la réforme, le secrétariat du Conseil national de sécurité les a partagés avec le groupe consultatif. Les partenaires nationaux et internationaux estiment prématurée toute appréciation du bilan de la RSS. Toutefois, ils saluent le cadre d'échange sur cette réforme. Pour eux, c'est le gage de la transparence et de l'efficacité. Une note triste dans ce journal. Le contrôleur général de la police, Yao Brou-Léon, est décédé ce mercredi 3 avril en France. Il était précédemment directeur de la formation et de l'École nationale de police. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, adresse ses condoléances à la famille du défunt et à la police nationale. L'ONUCI, Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a de nouvelles orientations pour l'exécution de son mandat dans le pays. L'ONUCI est présente sur le sol ivoirien depuis le début de la crise militaro-politique. Voyons ces nouvelles orientations avec Mamadou Kouassi. C'est le 4 avril 2004, après la résolution 1528 du Conseil de sécurité des Nations Unies, que l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, a été déployée. Elle avait environ 7000 hommes, effectif qui atteint aujourd'hui environ 11 000 éléments militaires. L'ONUCI avait pour mission essentielle de faire observer le cessez-le-feu entre les forces belligérantes à l'époque, appuyer les opérations humanitaires et la mise en œuvre du processus de paix. Les différentes missions de l'ONUCI ont permis à la Côte d'Ivoire de retrouver la stabilité et d'entamer son plan de développement. Pour soutenir les initiatives du gouvernement, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, se donne de nouvelles orientations dans l'exécution de son mandat. Ceci va se traduire en termes d'une formation ciblée d'une partie des FRCI, en termes de formation d'officiers d'état-major, mais également en termes de formation sur des modules qui sont indispensables, à savoir les droits de la guerre, les droits de l'homme, les droits de l'enfance, la protection de l'enfance, l'état de droit. Ceci nous paraît indispensable pour permettre à beaucoup de nos camarades FRCI de mener à bien leur mission sur le terrain. Comme elle l'a fait lors des dernières élections, l'ONUCI compte s'investir pour la réussite du processus électoral en cours.
Il faut rappeler que l'ONUCI dispose de plusieurs bases militaires installées sur l'ensemble du territoire national. Un mot d'économie en bref, la Côte d'Ivoire, après son éligibilité à l'AGOA, vient d'obtenir son visa douanier. Elle va ainsi exercer sur le marché américain, voilà qui devrait booster l'économie du pays. Et puis, parlons d'agriculture, un autre poumon de l'économie ivoirienne. 10 000 tonnes d'engrais vont être remis aux producteurs de cacao. Par ce geste des industriels, des partenaires financiers, le ministère de l'Agriculture et le Conseil Café-Cacao ont décidé de rendre à la terre ce qui lui a été pris par la production des fèves. Le reportage de Noël Niagno. Les fèves de cacao, leur production appauvrissent les sols. Si vous comptez que les fèves prennent une partie de la terre, les feuilles prennent une partie des nutriments, les cabosses également, donc il faut multiplier par 3 les besoins pour savoir que si on exporte pratiquement 10 000 tonnes, il faut un minimum de 3 000 tonnes d'engrais pour restaurer et augmenter la productivité. La productivité sera restaurée désormais. Le ministère de l'Agriculture, le Conseil du Café-Cacao, les partenaires techniques et financiers ont signé une lettre d'intention à cet effet. C'était à l'occasion de la conférence mondiale du cacao. Premier test grandeur nature, 10 000 tonnes d'engrais vont être distribuées aux producteurs par le biais de leur coopérative. Les industriels qui savent déjà avec quelle coopérative ils vont travailler dans le cadre de cette initiative. Au sein des coopératives, les producteurs sont déjà en train d'être identifiés par rapport à qui a demandé à avoir accès à cet engrais, qui s'est inscrit, qui a préfinancé, qui a payé et qui attend seulement l'engrais. Koulibaly Senghafoua, ministre de l'Agriculture, salue l'initiative engrais pour sa pertinence et indique qu'il va être amplifié. C'est une quantité de 100 000 tonnes d'engrais qui seront distribuées aux producteurs, ce qui couvrira environ 500 000 hectares. Le projet Initiative Engrais est une opportunité pour les acteurs de contribuer à la mise en place d'une stratégie d'approvisionnement et de distribution des engrais avec un coût de revient relativement acceptable pour les producteurs. Avec ces 10 000 tonnes d'engrais, 200 000 hectares de plantations de cacao seront traités à raison de 250 kg d'engrais à l'hectare, et cela 2 fois par an. Les agences des Nations Unies en Côte d'Ivoire viennent de présenter leur plan d'aide au développement. Léon Brou nous donne ici le contenu de ce plan. Top départ pour le plan des Nations Unies pour l'aide au développement UNDAF version révisée. De 2013 à 2015, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD va injecter par an 60 millions de dollars, soit environ 2,5 milliards de francs CFA dans les actions de développement. 5 domaines prioritaires sont retenus pour accompagner les efforts du gouvernement ivoirien, entre autres les services sociaux de base, l'économie et notamment la lutte contre la pauvreté. L'UNDAF 2013-2015, donc un programme aux nombreux liens avec le plan national de développement 2012-2015. Nous aurons des programmes conjoints, c'est-à-dire des programmes regroupant plusieurs agences. Nous aurons aussi des programmes individuels des agences dans des domaines spécifiques de leur mandat. Mais il est important de souligner la mise en place d'un comité de pilotage conjoint sous le leadership du ministre d'État du Plan et qui inclura des représentants de tous les ministères, de la société civile, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, ainsi que tous les chefs d'agence. L'UNDAF 2013-2015 est né du plan cadre 2009-2012, à travers lequel les Nations Unies ont englouti pour la seule année 2012 34 millions de dollars, l'équivalent de 13,6 milliards de francs CFA. Les plus grands résultats obtenus portent sur la santé et les services sociaux de base. 103 femmes guéries sur les 134 malades de la fistule, prise en charge, réhabilitation ou construction d'écoles et de centres de santé dans les zones touchées par les conflits, par exemple. Direction Yamoussoukro, la région abrite un parc animalier situé dans le village d'Abo-Kwamekro. Il est en passe de devenir un site touristique d'envergure. Un seul point d'ombre à régler, les exigences des populations des villages riverains. Eugène Atoubé nous donne les enjeux du projet. Abo-Kwamekro, c'est 7000 hectares d'aires protégées. Mais on ne sait plus aujourd'hui où commence la réserve et où finissent ses limites. Seule certitude, ce parc animalier, hier fierté de la région de Yamoussoukro, est à l'abandon.
et la Soderto-Lac s'engagent à lui redonner vie et toute sa splendeur. Nous avons décidé de faire en sorte qu'un tourisme équitable soit appliqué. Qu'est-ce que nous entendons par tourisme équitable? C'est de faire en sorte que les populations riveraines tirent profit de l'exploitation de la réserve, autant en les associant à la gestion, autant en embauchant les jeunes de ces villages riverains, faire en sorte que une partie des revenus de l'exploitation de la réserve soit reversée aux villages riverains. La renaissance du parc animalier d'Aboukwamekro s'appuie sur un comité de gestion d'accord parti entre la Soderto-Lac et les populations des villages riverains. Si ce comité prend en compte toutes les attentes des populations en termes de retombées issues de l'exploitation du parc, il reste toutefois à régler une préoccupation majeure, la présence des hordes d'éléphants, destructeurs de plantations à souhait. Ces pachydermes qui auraient, à en croire les populations, tué 4 villageois il y a 2 ans. Quittons la Côte d'Ivoire pour Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso vit au rythme d'Abidjan. C'est une ville fortement influencée par la musique et par la cuisine ivoirienne. Ouagadougou est en plein essor. Elle est dominée par une diaspora venue de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Gabriel Zani dans la capitale burkinabé. On se croirait à Abidjan, mais non, on est à Ouagadougou, la capitale burkinabé. De Bascui à Bogodogo, en passant par Boulmiougou, Ouaga vit au rythme d'Abidjan de jour comme de nuit. Les restaurants, les terrasses aux abords des grandes artères rappellent bien ceux d'Abidjan. On écoute la musique ivoirienne dans les kiosques à café, à la radio et même dans les boîtes de nuit, comme en témoigne ce disque jockey. Je peux dire même que c'est la musique ivoirienne mais qui a plus pris de l'ampleur même au pays. Voilà, ici quoi. Enfin, c'est lui qu'en deuxième position vient la musique burkinabé. Ouaga est aussi fortement influencé par le voisin ivoirien au niveau des habitudes culinaires. Peut-être parce qu'une partie de la population y a déjà vécu. Les gens viennent manger le plakali. C'est aimé par quelques personnes. Ceux qui connaissent aiment ça aussi. Autre raison de cette dépendance, Ouaga importe une grande partie de ses denrées alimentaires d'Abidjan. On va acheter graines, plakali, aubergines, piment. Tout ça vient de la Côte d'Ivoire. Ça vient pas très. Ça marche un peu. La population burkinabé vivant en Côte d'Ivoire est très forte et dépasse 4 millions. Toutes ces influences de la culture ivoirienne sur les burkinabés pourraient s'expliquer à partir des échanges entre populations. Et avec ces échanges, les Ouagalais ont été en partie ivoirisés. Restons hors de la Côte d'Ivoire pour parler de la polémique en Afrique du Sud, des relations France-Rwanda. Mais tout d'abord, en Centrafrique, le président déchu François Bozizé a refait surface. Les images. Le président centrafricain déchu parle pour la première fois depuis son exil au Cameroun. La chaîne camerounaise privée Canal 2 a réussi à interviewer François Bozizé dans l'hôtel de Yaoundé où il vit retranché. L'ancien président accuse le Tchad de l'avoir lâché et d'avoir aidé les rebelles du mouvement Séléka. Selon François Bozizé, le Tchad s'oppose aussi à sa présence au sommet extraordinaire sur la Centrafrique qui s'ouvre ce mercredi à N'Djamena. La polémique enfle en Afrique du Sud depuis la mort de 13 soldats en Centrafrique. Le président Zuma a rendu hommage à ses militaires tués le 24 mars par la rébellion pendant la prise de Bangui. Un bilan très lourd qui suscite beaucoup de questions. Les médias insinuent que le pouvoir a dépêché des militaires pour soutenir le président Bozizé en échange de contrats miniers. Démenti formel de Jacob Zuma. Nous rejetons toutes les insinuations sur les raisons de l'envoi de ces soldats en Centrafrique, autre que la poursuite de l'intérêt national et de l'intérêt du continent africain. Un plaidoyer qui a du mal à convaincre. Le parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a demandé une enquête sur le rôle de l'armée sud-africaine en Centrafrique. Pascal Simbikangwa est le premier Rwandais renvoyé devant la justice française pour complicité de génocide. Cet ancien capitaine de l'armée rwandaise a été arrêté à Mayotte en 2008. Handicapé depuis un accident de la route, il est présenté comme un membre de l'AKAZU, cellule Hutu de planification du génocide rwandais. Pascal Simbikangwa a 10 jours pour faire appel de sa mise en accusation.
Voilà, c'est tout pour cette édition du journal. D'autres informations sur les www.rti.ci. Très bonne fin de soirée sur RTI 1. Bonsoir.